Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. C'est une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques entre la Guinée et la Tunisie. Une délégation ministérielle et d'entrepreneurs guinéens vient de séjourner à Tunis. Des échanges directs ont eu lieu visant à identifier des projets communs dans plusieurs secteurs de développement. Notre envoyé spécial était sur place. 5 points réalisés pour fluidifier la circulation dans le Grand Conakry. C'est un acte majeur que les autorités viennent de poser. Des ouvrages modernes et sécurisés qui sont faits pour résister au temps et aux caprices de la nature. Des explications à suivre. Une initiative internationale en faveur du leadership féminin. Le programme Bold for Growth vient d'être lancé à Conakry. Il vise à favoriser le développement personnel des femmes ainsi que leur réussite professionnelle. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, la compagnie Brussels Airlines renforce sa présence en Guinée avec l'inauguration de son nouveau siège, une cérémonie à laquelle a pris part le Premier ministre chef du gouvernement. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de modernisation et d'attractivité économique du pays. On fait le point avec Ousmane Bangoura. C'est un nouveau jalon dans le partenariat entre la Guinée et ses partenaires européens. Brussels Airlines inaugure son nouveau siège à Conakry, en présence du Premier ministre chef du gouvernement. La cérémonie a mobilisé plusieurs responsables des secteurs des transports et du tourisme, ainsi que des partenaires institutionnels, venus saluer une initiative qui conforte la position de la Guinée comme destination d'investissement. C'est votre compagnie, un peu la mienne, c'est aussi la compagnie guinéenne. Aujourd'hui, c'est un alignement des planètes, des modes de transport pour connecter encore mieux la Guinée, surtout ses citoyens et ses citoyennes au monde. Et l'Union européenne posera sa pierre à travers le corridor Dakar-Conakry. De son côté, le Premier ministre Amadou Ouriba souligne la qualité de la coopération entre les deux pays, mettant en avant une démarche axée sur l'innovation. Nous sommes prêts pour le décollage. La question de l'image de la Guinée, de l'attractivité de la Guinée, de la place de la Guinée dans le monde est de plus en plus un des axes majeurs que nous sommes en train de développer. Nous avons récemment, sur instruction du président de la République, créé la nouvelle agence de développement de la Guinée. En anglais, Development Guinéen Board, DGB, et cette institution va être, disons, la porte d'entrée, aussi bien pour les investisseurs, aussi bien pour l'image et l'attractivité de la Guinée un peu partout. La mise en service de ce nouveau siège s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de transformation, visant à faire de la Guinée un hub régional en matière de transport et de tourisme. Et puis après sa rencontre avec son homologue kenyan, le ministre guinéen de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation a effectué une série de visites stratégiques au Kenya. Mourana Souma veut s'inspirer des initiatives locales pour accélérer le développement du numérique en Guinée. Envoyé spécial Marie-Angélique Bangoura. À Nairobi, le ministre Mourana visite une usine d'assemblage d'appareils numériques d'Afrique de l'Est, où smartphones et tablettes sont désormais produits localement plutôt qu'importés. Cette immersion illustre une stratégie axée sur la production et la consommation locale, avec en toile de fond des objectifs d'emploi et de souveraineté technologique. Sur place, le ministre observe les chaînes de production, échange avec les équipes et s'informe sur les capacités industrielles. Je suis très heureux de voir nos ministres africains réunis au Kenya, en particulier ceux qui ont profité de cette occasion pour découvrir les initiatives mises en place dans le pays. C'est une véritable opportunité de s'en inspirer, surtout pour encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. À quelques mètres, le vrombissement des machines emplit l'espace. Ici, des techniciens surveillent, ajustent et contrôlent. Au cœur de cette dynamique, Nia Fiber, une entreprise de fabrique de la fibre optique made in Kenya. C'est aussi une source d'inspiration
qui va permettre d'inciter un peu des opérateurs à s'installer aussi en Guinée conformément à l'orientation politique de M. le Président pour faire inciter des entités pour une implantation d'usines d'assemblage de téléphones. Il en est ainsi aussi pour l'unité de production de la fibre optique. Vous savez que la Guinée a un niveau de fibre optique qui est bas, on est à 4325. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller à 10 000 et pourquoi pas multiplier ça par 5. Mais le Kenya ne se limite pas à ses usines. Cap sur Konza Technopole, une ville qui sort peu à peu de terre et pensée pour l'innovation. Hôpital, université, sécurité, zone écologique, espace dédié aux investisseurs privés. Le Technopole que nous avions eu également à visiter s'inscrit dans cette même dimension puisque la Guinée ambitionne sur le corridor Simandou mettre en place un centre Technopole. À date, nous avions 27 hectares qui vont nous permettre de développer cet hub. Ça nécessite des investissements. Et déjà, nous sommes en interaction avec la Banque africaine de développement pour commencer déjà à avoir des études techniques sur ces technopoles que nous ambitionnons mettre en place au niveau donc, du corridor de Fokaria. Du bruit des machines aux villes intelligentes, le Kenya trace sa route. Un pays qui mise sur le numérique pour transformer son économie et qui tend désormais la main à ses voisins. La Guinée vient également d'achever une offensive d'attractivité des investissements en Tunisie. Le rendez-vous aura permis à la délégation ministérielle et à une quarantaine d'entreprises d'avoir des rencontres directes avec des décideurs et des porteurs de projets. Chacun a présenté les potentialités dans son secteur et invité les partenaires à venir investir en Guinée. Abdul Karim Kamara, envoyé spécial. D'un rendez-vous à un autre, l'agenda de la ministre de l'Industrie et sa suite était chargé. Idem pour la quarantaine d'entreprises guinéennes présentes à la conférence internationale de Tunis. Des rencontres avec décideurs, investisseurs, institutions financières et porteurs de projets. Du côté institutionnel, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts, mais du côté privé aussi, il faut qu'il y ait de la culture, de développement du pays. Donc ça nous inspire beaucoup, très très bien. C'est ce qui fait la promotion, la construction de notre État. Quand nous retournons au pays, c'est comment attirer l'attention des décideurs, que ce soit des décideurs publics et privés, pour le renforcement des capacités des acteurs privés. Ici, le plus grand consortium tunisien pour le développement de l'Afrique, TUCAD, est reçu par la délégation guinéenne afin d'explorer des pistes de collaboration dans plusieurs domaines. Puis le groupe Afreximbank dans le cadre du financement des projets. L'expérience tunisienne n'est pas à démontrer. L'industrialisation est très forte. Vous avez un capital humain fort. Et je pense que cette complémentarité vient pour combler un vide que nous avons dans notre pays. Donc nous nous réjouissons de ce partenariat que nous venons de créer avec la Tunisie, qui va être un apport capital pour la transformation économique dans notre pays. Au-delà de toutes ces intentions, la Guinée, au cours d'un dîner gala, est honorée grâce à la bravoure de la femme guinéenne. Ici, Dame Salematou Sako est distinguée femme africaine de l'année par le FITA 2026. C'est un prix que je dédie à toutes les femmes guinéennes, à tout le secteur privé guinéen, aux autorités guinéennes. Mon message à l'endroit des femmes, c'est que continuons de faire ce que nous faisons déjà très bien et continuons de porter la Guinée partout où est-ce que nous allons aller. Nous sommes des ambassadrices de notre pays. L'autre distinction reçue par la ministre Fatima en faveur de la Guinée est le prix FITA d'honneur en tant que pays invité d'honneur pour saluer les efforts engagés dans le renforcement de l'attractivité économique et la promotion des investissements en Guinée. L'actualité en Guinée, ce sont ces écoles qui sont placées au cœur de la promotion de la paix et de la langue française. Le programme de promotion de la langue française a réuni plusieurs établissements scolaires autour de compétitions linguistiques. Dans une dynamique de renforcement de l'engagement citoyen, les élèves ont démontré leur maîtrise du français et leur créativité. Les meilleures équipes ont été récompensées pour leurs prestations. Makeme Donzo et Moussa Bangoura.
Le programme de promotion de la langue française PROLAF, initié par le ministère des Affaires étrangères à travers la Commission nationale de la francophonie, marque un temps avec la célébration de la 56e journée internationale de l'OIF, placée sous le thème « Génération Z, Génération Paix, contribution à la jeunesse pour un monde plus apaisé ». Cette initiative a rassemblé plusieurs établissements scolaires autour d'un objectif commun. L'organisation du concours de la lecture et de la dictée, il est ouvert aux élèves de primaire et de secondaire et vise essentiellement à maîtriser la langue française à l'écrit et à l'oral, encourager le goût de la lecture et la rigueur orthographique et célébrer les talents francophones au sein de nos établissements scolaires. Au total, 15 écoles ont pris part à la compétition à travers diverses activités linguistiques. À l'issue des épreuves, les meilleures écoles ont été récompensées pour leur créativité, leur maîtrise du français et leur esprit d'innovation. Ce concours nous a rappelé 3 vérités. Le français s'apprend avec l'effort. La dictée ne se pardonne pas l'approximation. Le français se vit pour la voix. Lire, c'est donner vie à la pensée d'un auteur. Le français rassemble. Le message que j'ai pour mes amis, c'est de redoubler d'efforts pour avoir le même prix que moi, pour que eux aussi ils puissent se démarquer. Merci à mes encadreurs. Au-delà de la compétition, cet événement se veut un appel à la conscience collective, invitant chacun à réfléchir au rôle déterminant de la jeunesse dans la promotion de la paix et du vivre ensemble à travers la langue française. Nous sommes le 1er mai et c'est aujourd'hui que l'humanité célèbre la Journée internationale du travail. C'est l'occasion chaque année de célébrer les travailleurs et leur lutte pour de meilleures conditions de vie. Cette année, le thème retenu est « Travail décent et protection sociale, pilier d'une Guinée émergente et solidaire ». Toutefois, vous le savez, la célébration a été reportée à une date ultérieure par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale. Mori Kondé explique les raisons de ce report et invite la classe ouvrière à fédérer ses efforts pour son bien-être. On l'écoute. En cette année 2026, sous la vision éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la Guinée avance résolument vers une nouvelle étape de son histoire. Celle d'un développement plus inclusif, plus durable et plus responsable. Cette ambition trouve aujourd'hui son expression stratégique dans le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, qui constitue une feuille de route de transformation nationale sur les 15 prochaines années. Ce programme prévoit plus de 200 milliards de dollars d'investissement autour de 5 piliers, 36 réformes et 122 méga-projets, avec une place importante accordée au développement du capital humain, à la santé, au bien-être, aux infrastructures, à l'industrialisation et à l'inclusion économique. C'est pourquoi le thème de cette année, Travail décent et protection sociale, pilier d'une Guinée émergente et solidaire, n'est pas une simple formule. Il est au cœur de la vision portée par le chef de l'État. Faire de la croissance économique un levier de progrès social, de dignité au travail et d'amélioration concrète des conditions de vie des Guinéennes et des Guinéens. Chères travailleuses et travailleurs, je voudrais en cette circonstance solennelle rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les efforts considérables consentis en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics, des retraités et de l'ensemble des travailleurs de notre nation. Pour rappel, depuis 2022, des avancées importantes ont été enregistrées. La valeur monétaire du point d'indice du salaire de base des agents de la fonction publique et des retraités de la fonction publique ont été rehaussées. À cela s'est ajoutée la revalorisation graduelle de 35% de la valeur monétaire du point d'indice pour toutes les catégories de fonctionnaires et de pensionnés de l'État. Dans la même dynamique, les indemnités de logement et de transport ont été augmentées et uniformisées. Le chef de l'État a également annoncé dès 2025 une nouvelle augmentation des salaires
l'attribution de primes de fonction ainsi que l'avancement de 4 échelons en faveur de chaque fonctionnaire et contractuel permanent. Sur le front de la protection sociale, une avancée historique a été franchie avec l'effectivité de la couverture médicale des agents de l'État et des retraités. Les propos du ministre Mori Kondé sont donc recueillis par Alou Diombuno. Cette année, les festivités sont donc reportées à une date ultérieure par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale. Mais quelques questions tout de même. De quel contexte la journée internationale tire-t-elle ses origines et dans quel pays? Voici des explications d'Alpha Siagaba. La fête du travail, célébrée chaque 1er mai, tire ses origines dans les luttes ouvrières menées aux États-Unis en 1886 pour l'instauration de la journée de travail de 8 heures, marquée notamment par la répression sanglante de Chicago. Dès 1890, cette date s'impose comme une journée internationale de revendication des droits des travailleurs. Depuis lors, dans de nombreux pays à travers le monde, dont la Guinée, le 1er mai est déclaré férié, chômé, payé. Toutefois, dans certains secteurs essentiels contraints de rester en activité, un service minimum est assuré afin de garantir la continuité des prestations. Au-delà de son caractère férié, cette journée est également marquée par des manifestations et des festivités, offrant l'occasion de rappeler les acquis sociaux, mais aussi les défis persistants liés aux conditions de travail des ouvriers. Pour l'année 2026, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale a annoncé à travers un communiqué officiel le report des festivités commémoratives de la fête du travail à une date ultérieure. Et puis, mesdames et messieurs, ce vendredi 1er mai 2026, un important lot d'équipements militaires modernes a été officiellement remis aux forces de défense et de sécurité lors d'une cérémonie solennelle présidée à Conakry par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Cette nouvelle acquisition, fruit de la coopération militaire entre la Guinée et la Fédération de Russie, s'inscrit dans la dynamique de modernisation engagée par les autorités avec pour objectif de renforcer durablement les capacités opérationnelles de l'armée et de garantir la sécurité du territoire national. Adjudant-chef Abakar Kamano. Conformément aux objectifs principaux de la loi de programmation militaire 2021-2026, à savoir moderniser les équipements, améliorer la formation, assurer la défense du territoire national et renforcer les capacités opérationnelles, l'armée guinéenne poursuit sa dynamique de modernisation en se dotant d'équipements militaires de dernière génération. Ce vendredi 1er mai 2026, les forces de défense et de sécurité ont ainsi réceptionné un important lot de matériel militaire moderne et sophistiqué. La cérémonie de remise empreinte de solennité s'est déroulée à la base aérienne principale de Conakry sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya. Le président de la République avait à ses côtés le premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, le ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, ainsi que des membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire, le haut représentant du ministère russe de la Défense et l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Guinée, entre autres personnalités. Permettez-moi de vous transmettre les salutations amicales du président de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie est disponible et prête d'échanger les compétences, les connaissances et l'expérience de la guerre moderne. Permettez-moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, de votre accueil chaleureux ici à Conakry. Composé de tenues militaires, des casques lourds, des gilets pare-balles, des rangesses, de drones ultra-modernes, ainsi que d'équipements de guerre, de surveillance et de défense aérienne, ce matériel s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la République de Guinée et la Fédération de Russie. L'acquisition de ces matériels traduit la volonté du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya,
de renforcer la montée en puissance de l'armée guinéenne dans l'accomplissement de sa mission régalienne, défendre l'intégrité territoriale et assurer la protection des populations et de leurs biens. L'histoire nous a appris qu'au lendemain de l'indépendance de la République de Guinée, le 2 octobre 1958, l'Union des républiques socialistes soviétiques a été l'un des premiers pays qui ont non seulement établi les relations diplomatiques et de coopération avec notre jeune République, mais également qui ont parrainé toutes les aspirations d'émancipation de la jeune République d'alors. Depuis lors, la coopération militaire figure au premier plan des secteurs prioritaires de ces relations entre les deux pays. Pour mémoire, les premiers équipements majeurs de l'armée de l'air, de la marine nationale, de l'artillerie, des blindés ainsi que leurs servants ont été le fruit de cette coopération qui a fait de l'armée guinéenne l'une des plus craintes de la sous-région. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de bourses militaires sont accordées chaque année à la Guinée pour la formation des spécialistes dans toutes les composantes des forces armées guinéennes. Aussi, la République de Guinée continue à s'équiper en matériel majeur moderne auprès de la Fédération de Russie. C'est en tenant compte de toutes ces réalités historiques et de la qualité des relations sans cesse dynamiques entre les deux États que le commandement militaire a tendu la main aux forces armées russes et que par la volonté de son Excellence M. Vladimir Poutine, ces matériels sont arrivés à la haute attention de son Excellence M. le Président de la République, chef suprême des armées, afin de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces. Soucieux de la paix, de la sécurité dans nos pays respectifs, mais également dans le monde. En cette phase d'émergence économique, à travers Simandou 2040 et de la montée en puissance de notre institution de défense face aux multiples menaces, la Fédération de Russie demeure un partenaire privilégié en matière de coopération militaire. Désormais mieux formée, entraînée, équipée et qualifiée, l'armée guinéenne sous le magistère du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, redore son image et s'affirme comme une force respectée dans le concert des armées de la sous-région et du continent. Conformément aux instructions du président de la République Mamadi Doumbouya, les personnels militaires et paramilitaires renforcent leur vigilance et demeurent en alerte permanente, prêts à défendre le territoire national mètre par mètre, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Au terme de la cérémonie, son Excellence M. Mamadi Doumbouya a eu un entretien à huis clos avec l'envoyé spécial du président russe. À l'issue de ce huis clos, le premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba a, sur instruction du président Mamadi Doumbouya, eu un tête-à-tête avec la délégation russe. Après cette entrevue, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, est revenu sur les points essentiels de la rencontre. Nous avons reçu cette mission envoyée par le gouvernement de la Fédération de Russie et particulièrement par le président de la Fédération de Russie, son Excellence le président Vladimir Poutine. Il s'agit effectivement de la coopération, du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu un appui de la Fédération de Russie au gouvernement, à la République de Guinée, à travers les deux armées. Mais en plus de cela, il y a eu aussi la discussion ici, en tête-à-tête avec le Premier ministre, pour approfondir la coopération dans tous les domaines. Et donc, à partir de maintenant, nous allons encore élargir nos relations et cette discussion aura lieu au fur et à mesure que les ministères seront impliqués. Le président de la République a rappelé les bonnes relations qui ont toujours existé entre nos deux pays depuis notre indépendance. Et dans les discussions, il a été aussi question de définir la nouvelle doctrine qui dit que la Guinée n'est ni pro ni anti un pays. Nous sommes ouverts à tous les pays dans la coopération, donc y compris la Russie, la Fédération de Russie et les autres États du monde. Avant tout, je veux dire merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Président de la République,
pour son accueil chaleureux. Nous avons parlé bien sur les problèmes de l'élargissement de la coopération politique, économique et militaire. Et aussi, nous avons dit merci à son Excellence, Monsieur le Président, pour sa position qu'il exprime envers les relations bilatérales avec la Fédération de Russie. Cet entretien s'est tenu au pavillon d'honneur de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Dans le reste de l'actualité, je le disais tout à l'heure au sommaire, 5 nouveaux ponts ont été récemment inaugurés par le Premier ministre chef de gouvernement. Ces ouvrages réalisés dans le cadre de la coopération entre la Guinée et les Pays-Bas répondent aux normes de sécurité et de modernité. Ils s'inscrivent surtout dans un vaste projet d'amélioration de la mobilité dans le Grand Conakry. Retour sur les aspects techniques de ces infrastructures avec Abakar Junior Kamara. 144 mètres linéaires pour Kakimbo, Demoudoula et Kisoso, 96 mètres linéaires pour Kiroti et 192 mètres linéaires pour Kassonia. Avec les routes d'accès aux ouvrages, mais aussi des passages piétons. Voici les caractéristiques techniques de ces ponts dont les travaux sont lancés depuis 2022 pour une enveloppe financière de 65 millions d'euros. Un montant dont les 50% sont en prêt et 50% en dons. Les 5 ponts ont été conçus selon les standards techniques modernes garantissant la durabilité et la sécurité. Un pont est bien plus qu'une structure d'ingénierie. Il relie de rives, certes, mais surtout de personnes, des communautés et des opportunités. Il raccourcit les distances physiques tout en rapprochant les esprits et les ambitions. Je remercie le président de la République, Mamadi Doumbouya, à l'ensemble du cabinet du ministère et le ministre des Infrastructures pour l'accompagnement qu'ils ont eu à faire à l'égard des équipes de la Direction nationale des voies urbaines pour la réalisation de ces ouvrages majeurs qui permet aujourd'hui à la population environnante et d'ailleurs de circuler paisiblement. Fruit de la coopération internationale, ces ponts témoignent de la qualité des relations diplomatiques entre la Guinée et le Royaume des Pays-Bas, un partenaire essentiel de la Guinée dans divers domaines de développement. Nous voulons ouvrir ces routes secondaires parce que bientôt, nous allons commencer les travaux de construction de bitumage de l'autoroute Hamdallah-Sonfonia. Les routes secondaires vont servir de passerelles pour éviter tous les désagréments liés à l'exécution des travaux. Avant le démarrage des travaux de construction et de bitumage en 2x2 voies, la route Hamdallah et Sonfonia, le département en charge des infrastructures ouvre ces routes secondaires pour éviter tous les désagréments pendant ces travaux. Le ministre Fassine Silla a mis cette occasion à profit pour sensibiliser les populations riveraines sur l'importance de ces projets routiers. Et c'est dans ce contexte que les journées portes ouvertes sur les enrobés bitumineux ont pris fin à Conakry, une initiative de Baling Group dédiée aux techniques de construction d'infrastructures routières de qualité. Au programme échanges techniques, études de formulation et démonstrations pratiques, la cérémonie de clôture a été présidée par le ministre des Infrastructures. On fait le point avec Falilou Diallo et Mamadi Sagari. La route, plus qu'une simple infrastructure, est le socle de l'économie. C'est aussi un lien entre les territoires, un facteur de croissance, d'accès aux services essentiels. En initiant ces journées portes ouvertes sur les enrobés bituminés, Baling Group entend interpeller les consciences sur l'importance de bâtir des routes plus durables et adaptées aux réalités locales. Nous faisons tous les mêmes constats. Des routes se dégradent rapidement, des coûts d'entretien élevés et d'investissements qui ne produisent pas toujours des résultats attendus. Cela n'est pas une fatalité. La société comporte plusieurs couches et chaque couche étudiée, mise en œuvre et contrôlée dans les règles de l'art participe et garantit la durabilité des routes. Les enrobés bituminés sont appliqués dans ce qui est visible, couche de roulement. Le constat fait plus haut appel à une réflexion approfondie sur la problématique de la qualité des routes. Cette qualité suppose des référentiels techniques pour la conception, la réalisation et le contrôle des travaux routiers selon qu'il s'agisse des routes à fort trafic, des pistes rurales
et des voiries urbaines. Pendant ces journées portes ouvertes, des études de formulation des arrobés niveau 1 à 4 ont été présentées. C'est une étape extrêmement importante pour la viabilité de nos infrastructures que nous allons réaliser dans les prochaines années. Parce que ce qui est déjà passé est passé, mais dans le futur, il faudrait que ce type de laboratoire soit fortement impliqué à toutes les étapes de construction de la route. Cette première édition a permis aux différents intervenants de trouver des voies et moyens de bâtir une nouvelle culture de modernisation des référentiels techniques pour ainsi construire des routes durables, réduire les coûts de réhabilitation et accompagner les grands projets de développement du pays. Et puis après une mission à Zérekoré, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre séjourne actuellement dans la 3e région militaire de Kankan. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la restructuration des unités de l'armée de terre. Sur place, plusieurs positions frontalières ont été inspectées avec un message adressé aux militaires, renforcer la vigilance et l'engagement pour la défense de l'intégrité du territoire national. Lieutenant Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. Après la 4e région militaire des Zérekoré, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre entame sa mission de modernisation dans les unités de la 3e région militaire de Kankan. Une démarche qui vise à renforcer l'organisation et l'efficacité des forces terrestres. Cette initiative est prise par nos autorités militaires et administratives. Ils m'ont mandaté de venir pour la restructuration des unités de l'armée de terre, la mise en place des COR régionaux. COR veut dire le centre d'opération de la région. Et ensuite, les attributions au rôle et fonctionnement des bataillons et les CO des bataillons. Donc, le travail que nous venons faire permettra aux commandants d'unité d'être en mesure de gérer leur personnel à bon échéant. Pour cette tournée, plusieurs paramètres sont pris en compte, notamment la dotation des régions militaires en structures plus performantes, la mise en place des états-majors régionaux et des centres opérationnels afin d'améliorer la coordination des interventions sur le terrain. Le général de division Tambakala Stolno a mis l'occasion à profit pour se rendre au bataillon d'infanterie de Mandiana, où il a invité le commandement de cette unité à plus de vigilance dans les zones frontalières. Les autorités, en l'occurrence, le président de la République, le ministre de la Défense, vous remercie pour cette retenue et il compte sur vous pour maintenir cette quiétude, cette disponibilité, ce courage. À travers cette mission, la hiérarchie militaire entend accélérer la restructuration de l'armée de terre pour une force plus réactive et mieux adaptée aux défis sécuritaires du moment. Et puis, mesdames et messieurs, nous sommes à quelques semaines des scrutins législatifs et communaux en Guinée. Face aux critiques et inquiétudes exprimées par certains acteurs politiques, la Direction générale des élections a animé une conférence de presse à Conakry. L'objectif était d'apporter des clarifications sur les dispositions prises pour l'organisation des scrutins et de rassurer sur la transparence du processus électoral. On fait le point avec Amadou Touré et Abdul Razak Souma. C'est pendant que l'on s'apprête au démarrage de la campagne législative et suite à l'arrêt définitif de la Cour suprême relatif à la publication de la liste des partis en lice à l'élection législative que le Front démocratique de Guinée, Frondec, a saisi par voie d'huissier, présenté un courrier à la Direction générale des élections annonçant son retrait des élections législatives et communales. 4 manquements sont signalés dans ce courrier, parmi lesquels le rejet injustifié et non notifié des candidatures de ce parti à l'élection communale et le refus d'encaissement des cautions par les services du Trésor public. Là-dessus, la DG apporte des précisions. Nous avons prorogé jusqu'au 3 avril à la demande de ces mêmes leaders politiques. À la tête, il faut que je les cite, Dr Lansana Faya Milimono, Yero Baldé et tant d'autres. Pour nous dire, les dossiers à réunir sont nombreux. À DG, nous sollicitons un report
du dépôt des listes de candidature. Et nous l'avons fait jusqu'au 3 avril. 3 avril, pour des journalistes qui sont passés là, c'était envahi cette salle. J'ai encore pris un communiqué pour prolonger jusqu'à minuit, pour favoriser encore ces leaders et ces candidats, jusqu'à minuit. Ensuite, beaucoup l'ont déposé sans caution. Dans le même courrier, le leader du Frondec reproche la fixation unilatérale des cautions électorales. Là-dessus, Mme Kamara Djenebou Touré rappelle les dispositions du Code électoral en son article 275. Sur proposition d'une commission financière, l'OTIG fixe le montant de la caution à verser par les candidats ou les mandataires des entités prenant part aux élections dans les délais indicatifs arrêtés par la même décision. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que cette caution elle est fixée unilatéralement. À moins que la loi ne change, mais cette proposition remonte à la DGE, c'est la DGE qui va examiner parce que les cautions sont les frais de fabrication des bulletins de vote. Le Front démocratique de Guinée, Frondec, a aussi signalé dans sa réquisition la violation des règles relatives aux inéligibilités prévues à l'article 157 du Code électoral. En ce qui concerne Frondec a fait un recours auprès de la Cour suprême. Et il a gagné son procès à la Cour suprême, au niveau des législatives. Donc cela ne peut pas être une cause, et l'arrêt le dit clairement. Son candidat au niveau des États-Unis a été rétabli. Son candidat, Frondec, la liste de Frondec, à l'UNU plurinominale de Lambagny a été rétabli. L'UNU nominale de Ratoma a été établie. Lire ces courriers devant vous pour que les Guinéens sachent que nous avons fait notre travail. Là où nous avons trébuché, la justice a rétabli l'ordre. À partir de ce moment, nous sommes en paix avec nous-mêmes et c'est comme ça que nous voulons conduire le processus. Si le leader a écrit pour dire que Frondec se retire, les candidats sont en train d'écrire à nos démembrements dans les communes qu'ils ne se retirent pas du processus. Nous allons réunir les lettres, nous allons envoyer à la Cour suprême, ils vont nous donner un avis aussi. Pour finir, Mme Kamara Djenebou Touré a annoncé la publication définitive de toutes les listes de candidatures à l'élection communale dès ce jeudi 30 avril, juste après les délibérations des tribunaux de 2 circonscriptions électorales de l'intérieur du pays. Au même moment, à Kankan, la société civile se mobilise pour des élections apaisées. La CONASOC a lancé une vaste campagne d'information et de sensibilisation à l'approche du double scrutin prévu le 31 mai prochain. Sur le terrain, vous allez le voir tout à l'heure, les équipes expliquent aux citoyens les enjeux de ces échéances électorales et insistent surtout sur la nécessité de préserver un climat de paix avant, pendant et après le vote. Yamokaba. Le 31 mai 2026, les élections législatives et communales seront décisives en Guinée. À Kankan, l'action citoyenne qui participe au maintien de la paix lorsqu'on parle des consultations électorales revient encore avec une nouvelle forme de sensibilisation. La chef d'orchestre de cette unité d'action, la CONASOC, Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, s'engage pour un double scrutin sans violence. Il y a souvent des cas qui vont se poser. Il y a eu des cartes qui sont perdues. On a fait des duplicata. Mais si les gens ne savent pas qu'il faut aller retirer les duplicata, ça c'est une première phase de sensibilisation. Deuxièmement, il y a eu des listes qui sont acceptées ou pas. Certains sont frustrés, d'autres ne savent pas même ou comment faire le recours. Nous, de notre côté, on ne montre pas le chemin de recours. On leur dit seulement de suivre les voies légales. Qui parle d'élection parle de 3 phases. Avant, pendant et après. Il faut attendre le jour de vote pour dire que vous voulez sensibiliser les gens. D'abord, il faut expliquer les enjeux des élections aux gens avant même que le jour ne commence même quoi. Et la connaissance là est là dans ce cadre-là. Baromètre de la société, les femmes sont impliquées pour qu'elles deviennent de nouvelles oratrices sur le terrain. Le plan d'action est annoncé pour un climat social apaisé, gage de tout progrès. C'est d'aller vers les citoyens, leur expliquer que les élections passent, mais la Guinée reste.
Les élections communales passent, mais Cancan reste. Celui qui sera élu comme maire, c'est un fils de Terroir. Ça ne veut pas dire si ça ne vient pas de mon parti ou ça ne vient pas de mon camp, c'est un problème pour Cancan. C'est le début de la nouvelle campagne d'information et de sensibilisation pour expliquer toutes les étapes du processus afin d'amener les fils du pays à prôner la fraternité. Merci à Diamo Kaba pour toutes ces explications. Et puis, mesdames et messieurs, c'est une descente de terrain qui remet la filière du poulet local au centre des priorités. Le ministre de l'Élevage était en immersion dans plusieurs fermes avicoles de Kindia. Félix Lama est allé constater les réalités du terrain, échanger avec les producteurs et soutenir les races locales pour une souveraineté alimentaire dans notre pays. Noumousso Diakité et Yaya Ansoumane Silla. Le ministre de l'Élevage mène actuellement une inspection minutieuse dans les exploitations avicoles. Après celle de Koya, Félix Lama se rend dans les exploitations avicoles de Kindia. L'objectif de ces fermes est double: préserver le patrimoine génétique des volailles adapté au climat local et réduire la dépendance aux importations. Le ministère mise sur un total appui aux producteurs du secteur dans le but de structurer la filière avicole et de promouvoir les races locales. Dans le cadre du programme Simandou 2040, le président de la République nous a assigné des objectifs très clairs. C'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2040. À Dax, nous sommes heureux de pouvoir dire que la Guinée a presque arrêté l'importation des œufs de consommation. Mais cela ne veut pas dire que nous avons atteint l'autosuffisance en œufs de consommation. Dans l'accompagnement de nos acteurs, nous les encourageons aussi à pouvoir faire une amélioration qui prend en fait notre poulet local et les améliorer avec d'autres types, mais qui sont aussi des poulets locaux. Et nous voulons développer cela dans les 33 préfectures dans les 5 prochaines années à venir. Ces races de poulets villageois améliorées se démarquent par leur résistance aux conditions climatiques et séduisent les consommateurs par leur délicieux goût. Nous avons un effectif de 25 000 fusées. Et c'est des poulets rustiques qui sont productifs et puis très résistants. Vu les conditions climatiques, ça s'adapte aussi très bien comparativement aux sources importées. Et ça y va dans le développement du domaine. Cette visite va permettre d'identifier les éventuels problèmes et de prendre les mesures nécessaires pour la qualité des produits avicoles et l'autonomie alimentaire. Au-delà du terrain, les initiatives structurantes se multiplient également avec le lancement officiel du pacte AgriConnect Guinée. Inscrite dans le programme Simandou 2040, cette initiative vise à moderniser le secteur agricole à travers l'amélioration des financements et la promotion des technologies. L'enjeu est de mobiliser l'ensemble des acteurs autour des priorités pour une agriculture encore plus productive et plus résiliente face aux effets du changement climatique. Fodé Camara. Pour aider les acteurs du développement rural à mieux tirer profit de leurs activités, le pacte AgriConnect est officiellement lancé. Cette alliance stratégique entre la République de Guinée et le groupe de la Banque mondiale compte faire de l'agriculture le pilier de la croissance économique. La Guinée a aujourd'hui tous les ingrédients pour réussir. La vision, tout le monde l'admet. Notre rôle collectif, gouvernement, secteur privé, partenaires techniques et financiers, est de ne pas laisser passer cette fenêtre d'opportunité. Nous sommes conscients que le gouvernement doit délivrer très rapidement sur le programme Simandou 2040. Soyez assurés que le groupe de la Banque mondiale est engagé à chaque étape pour vous accompagner. Véritable outil de rupture, le pacte AgriConnect Guinée vient proposer des solutions pour convertir en réalité économique l'immense potentiel agropastoral des différentes régions du pays. Il y a eu plusieurs projets que notre pays a déroulés dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, l'impact est là. Il y a eu des efforts, il faut le reconnaître, mais il faut aller vers des impacts. Donc avec l'AgriConnect, c'est permettre aujourd'hui de fédérer des acteurs qui interviennent dans le domaine agricole. Et donc que ce soit les partenaires techniques et financiers, le secteur privé. Le programme va appuyer nos agriculteurs, les petits exploitants, afin de les aider à renforcer leurs capacités, renforcer leur accès au financement, mettre à disposition des instruments innovants tels que ceux digitaux
afin qu'ils puissent vraiment accroître leurs revenus de manière importante. Entre autres défis à relever, moderniser les filières aviculture et bétail-viande afin de réduire drastiquement les importations. Concernant le secteur de l'élevage, la priorité concerne la filière avicole. Vous savez, la Guinée importe 10 000 tonnes de poulets congelés et nous avons besoin aussi de pouvoir assurer notre autosuffisance avicole, mais également de faire en sorte que la filière lait puisse aussi permettre de participer à cette autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Le pacte AgriConnect Guinée, c'est avant tout une vision guidée par le programme Simandou 2040. L'objectif est de créer des milliers d'emplois par une agriculture de précision permettant d'optimiser chaque hectare cultivé. Longtemps reléguée au second plan, la réserve de biosphère du Bayar retrouve aujourd'hui une place centrale dans les actions de conservation en Guinée. À Conakry, le ministère de l'Environnement et ses partenaires viennent de valider le plan d'aménagement et de gestion de la réserve. Ce document constitue désormais la feuille de route qui devra encadrer toutes les activités liées à ce parc. Mamadou Alpha Baldé pour des explications. Une nouvelle ère s'ouvre pour la réserve de biosphère de Badiara. À travers cette rencontre organisée par la Wild Chimpanzee Foundation et l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune, le plan d'aménagement et de gestion de la réserve est validé pour les 5 prochaines années. À travers notre projet Natura Guinée, qui est déjà en place depuis maintenant près de 2 ans, nous soutenons notamment, mais pas seulement, le parc Badiar. À travers le projet Natura Guinée, justement, nous sommes soucieux de protéger au mieux ces territoires essentiels pour la Guinée, mais pas seulement, vu les richesses inestimables. Les animaux, dès qu'ils sont emmerdés, dès qu'ils sont délogés dans leur logis, dans un milieu, ils changent de milieu. Mais avec l'arrivée des projets, les gens commencent à se mettre dans les règles. Et même les chasseurs traditionnels. Avec une pleine et entière participation des communautés locales, la promotion du tourisme durable, de l'éco-citoyenneté, le développement d'activités agroécologiques ou encore la protection des ressources naturelles transfrontalières à travers les patrouilles sont parmi les activités programmées. Dans ces plans, il y a environ 9 programmes. Alors, je peux citer quelques-uns ici. Normalement, c'est la mise en œuvre des patrouilles de surveillance, c'est l'appui aux communautés par rapport aux chaînes de valeur. Comme vous le savez, au Badiar, nous avons ouvert depuis 2 ans la chaîne de valeur beurre de karité. C'est aussi la gouvernance locale où nous travaillons avec les collectivités au niveau local pour améliorer l'aménagement du territoire, l'occupation des terres. La réserve de biosphère du Badiar a été longtemps confrontée à des difficultés de protection efficaces. Ce nouveau plan de gestion et d'aménagement validé arrive comme une bouffée d'oxygène dans une zone où la sahélisation semble avancer de façon inexorable. On va parler maintenant de la conférence des pasteurs entrepreneurs. Un invité spécial, l'apôtre Paul, a partagé des enseignements profonds, alliant spiritualité et pratique concrète. Il en a profité pour saluer l'engagement des autorités guinéennes en faveur du développement national. Une rencontre de haute portée qui ravive l'espérance des participants. Jeannette Akou, Rachel Tedouno et Ablé Diallo. C'est une conférence des pasteurs entrepreneurs. Un rendez-vous marqué par des échanges riches et inspirants. L'invité spécial de cette rencontre, l'apôtre Paul, a partagé des enseignements profonds, à forte valeur spirituelle et pratique. Il a également salué la bravoure et l'engagement des membres du gouvernement guinéen dans leurs actions au service de la nation. C'est un pays vraiment qui émerge. Et nous voyons, on peut sentir ça. Même si Dieu ne nous dit rien, mais nous sentons que quelque chose de nouveau va arriver dans ce pays. Prochainement, lorsque nous reviendrons ici le mois de juin, dans une conférence que nous appelons Afrique, lève-toi et brille, on aura les ateliers sur les différentes sphères d'influence. La famille, la gouvernance, l'économie, l'éducation, les médias, l'art
et loisirs. Pour le président de l'AMEG, la Guinée est une terre bénie. Il a appelé les citoyens à adhérer à la vision de l'État et à œuvrer ensemble pour le développement et la stabilité du pays. Nous voyons le travail que le chef de l'État, son excellent Mamadi Doumbouya, est en train de faire dans notre pays. Et ce travail, il ne le fait pas pour lui-même. Il le fait pour nous aujourd'hui, mais il prépare l'avenir à notre jeunesse. Et on ne peut pas bâtir une nation sans la parole de Dieu. Je voudrais que tout le monde s'associe parce que le message va transformer. Cette conférence s'est révélée très bénéfique, avec des impacts positifs dans plusieurs domaines, notamment spirituels, social et économique. Il a vu l'aspect du fait que la Guinée soit un scandale géologique. Il y a beaucoup de richesses dans ce pays. Et ce sont des conseils qui vont être donnés, des enseignements qui vont être donnés aux Guinéens pour les aider. Préparatoire à une grande croisade prévue en Guinée. Elle réunira près de 300 orateurs venus partager leurs expertises et leurs expériences. Et puis l'ONG Child Fund International a célébré ses 20 ans de présence en Guinée, 2 décennies d'engagement en faveur des enfants vulnérables et des communautés défavorisées. À cette occasion, une cérémonie a été organisée à Conakry pour dresser le bilan des actions menées et tracer les perspectives pour les années à venir. Yaya Silla. Child Fund Guinée est une organisation internationale qui a pour mission d'aider les enfants défavorisés, exclus et vulnérables d'avoir la capacité d'améliorer leur vie et la possibilité de devenir adultes, des parents et des dirigeants qui apportent des changements positifs dans leur communauté. Depuis 2005, il y a de cela 20 ans, cette ONG œuvre pour les enfants et au service des communautés. Notre ambition est d'aller plus loin, de toucher davantage d'enfants et de jeunes et de renforcer l'impact de nos interventions tout en développant des approches innovantes, adaptées aux réalités locales et surtout alignées aux objectifs du gouvernement de la République de Guinée. 20 ans de présence en Guinée, le bilan est élogieux. Les témoignages des enfants bénéficiaires sont émouvants. Les donateurs se réjouissent du résultat en 20 ans d'activité au sein des communautés. Un peu partout, nous avons le privilège d'aller à la rencontre de ces femmes avec Child Fund et entendre ces femmes vous dire « Avant, nous étions obligés d'aller emprunter de l'argent pour nourrir nos enfants. À la fin du mois, on se cachait parce qu'on nous appelait pour rembourser cet argent que nous ne pouvions pas rembourser. Aujourd'hui, enfin, nous savons comment épargner. Nous épargnons et nous visons encore plus grand. La collaboration entre Child Fund et la Fédération d'Inkadi de Dagola a constitué pour Dagola un véritable levier de transformation sociale au sein des communautés bénéficiaires. La fin de cette cérémonie de 20 ans de présence en Guinée de l'ONG Child Fund International est marquée par la remise de satisfecit au coordinateur en Guinée. Je le disais également au sommaire à Conakry, une initiative internationale en faveur du leadership féminin vient de voir le jour. Il s'agit du programme Bold for Growth, officiellement présenté lors d'une cérémonie marquée par la présence de femmes dirigeantes et des entrepreneurs. Il vise à accompagner les femmes dans leur développement personnel et professionnel. Morlaï Souma et Marwan Kamara. Elles sont directrices et entrepreneurs venues de la Côte d'Ivoire. Elles ont toutes rendez-vous avec leur propre transformation. Bold for Growth, un nouveau programme international conçu pour accompagner les femmes dans le développement de leur plein potentiel en renforçant leur confiance et leur clarté de vision. Ce programme est dédié aux femmes leaders. Donc il est temps que la femme leader puisse renforcer ses capacités, prendre pleinement sa place en entreprise, dans son écosystème ou au sein d'un conseil d'administration pour influencer les décisions, pour faire son plaidoyer de façon compétente, pour accompagner le développement d'autres femmes partout dans le monde et surtout faire de la retransmission. Je pense que c'est vraiment une très bonne initiative afin de vraiment accompagner ces femmes à travers nos sociétés qui se battent tous les jours, mais qui ont toujours besoin d'un petit accompagnement pour pouvoir vraiment atteindre leur potentiel. À travers témoignages inspirants et présentation des modules du programme, l'événement a suscité un engouement auprès du public présent.
J'espère que c'est quelque chose qui va continuer pour les femmes guinéennes, pour avoir une autre expérience de l'extérieur, pour pouvoir savoir comment il faut entreprendre. Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce supporte ce type d'initiative au nom de Monsieur le Président de la République qui a dédié son mandat aux femmes. Donc tous ceux qui contribuent au développement personnel des femmes a fait en sorte que les femmes deviennent de meilleures versions d'elles-mêmes. Présenté à Conakry par le cabinet international Kaizen, Ball for Growth s'inscrit dans une dynamique internationale de promotion du leadership féminin, ouvrant la voie à une nouvelle génération de femmes engagées et inspirantes. La deuxième édition de ce programme se tiendra du 26 juin au 4 juillet à Singapour, en Malaisie et en Indonésie. Nous restons toujours avec Marouane Kamara pour parler cette fois du projet Simandou, considéré comme l'un des plus grands projets miniers au monde et qui continue d'ailleurs de susciter de nombreuses attentes en Guinée. Au cœur d'une conférence interactive, son impact social et économique pour les Guinéens a été développé afin de mieux éclairer l'opinion. On retrouve Marouane Kamara. Ils sont étudiants, jeunes entrepreneurs ou acteurs du développement. Tous venus comprendre comment le projet Simandou pourrait façonner leur avenir. Dans une conférence interactive, 5 panélistes ont apporté des éclairages concrets et accessibles. C'est une initiative de l'agence Dounet Communication. Cette année, notre réflexion s'inscrit dans un contexte particulier marqué par des projets structurants d'envergure nationale. C'est pourquoi le thème retenu pour cette édition est Simandou 2040, infrastructure, RSE et transformation socio-économique de la Guinée. Ce thème traduit une réalité forte. La transformation de la Guinée ne repose pas uniquement sur les ressources, mais sur la manière dont les ressources sont gérées. Des échanges riches, marqués par une volonté commune. Faire de Simandou un moteur de croissance inclusive et durable à l'horizon 2040. À travers ces axes majeurs, nous voyons se dessiner une nouvelle trajectoire. Le développement d'infrastructures structurantes, la création d'opportunités d'emploi pour la jeunesse, le renforcement des capacités à travers des initiatives comme Simandou Academy et une transformation socio-économique progressive qui commence déjà à impacter nos territoires. Des initiatives comme ça sont très importantes dans la mesure où elles arrivent à communiquer avec, comme vous dites, les jeunes ou les groupes de gens qui n'ont pas forcément accès à l'information nécessaire pour la compréhension de ce grand programme de développement. Après les échanges, place à la célébration de l'excellence. L'agence Dounet Communication a récompensé plusieurs acteurs issus de divers secteurs pour leur engagement et leur contribution au développement économique et social dans le pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'ont aidé à le préparer et à le présenter. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.